Il y a eu aussi une partie qui a été assez structurante, parce que tu le soulignais, c'est un programme de transformation. Donc ce qui est le plus difficile, c'est quand même de faire adhérer les gens et que les gens y croient et vraiment se transforment. Et donc là, un des enjeux, ça a été, en tout cas ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été la partie pilotage budgétaire. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Angina, bonjour. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de Product Leader Story. Angina, avant tout, ce que je te propose, c'est de nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et du coup de te présenter. Ok, merci beaucoup Martin pour l'invitation. Je suis Angelina Auvergne-Bento, je suis chez Carrefour en tant que directrice de la transformation digitale et mon rôle c'est de définir et de mettre en place la méthodologie for in the box. Donc mon parcours, ça fait 20 ans que je travaille en transformation, généralement dans des grands groupes, dans différents secteurs et sur différents contextes et différentes industries, puisque j'ai fait pas mal de banque assurance et aujourd'hui je suis dans le retail. Ok, chouette. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce for in the box, cette transformation digitale du coup chez Carrefour, voilà, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça touche, voilà, nous donner un petit peu de détails, de contexte pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe chez vous. Ouais. Donc c'est un modèle innovant qu'on a mis en place, alors inspiré de Walmart. Il y avait eu une Learning Expedition aux États-Unis et on avait vu ce modèle-là chez Walmart. On avait trouvé que c'était vraiment quelque chose qui pouvait correspondre à Carrefour. Donc on l'a adapté à notre contexte, mais globalement c'est 4 rôles clés. Donc c'est la collaboration de 4 rôles qui sont le business, le produit, la partie tech et data et le design. Et c'est comment ces 4 rôles collaborent autour de 4 piliers qui sont essentiels, qui sont la stratégie, la partie organisation, le process produit et enfin la partie people, donc tout ce qui est gestion de carrière et compétences digitales. Et donc le but, c'est de mettre en place ce modèle-là pour s'assurer qu'on délivre davantage de valeur en étant plus user-centrique et en mettant en place tout ce qu'on connaît de delivery incrémental. Excellent. Ça parle beaucoup de sujets autour du produit, on va y venir. L'incrémental, le côté incrémental, le moyen d'être centré utilisateur, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer juste peut-être un petit peu les métiers, les périmètres, justement que ça touche cette transformation digitale, parce que vous êtes quand même une grosse organisation, donc j'imagine que c'est pas simple. Exactement. L'enjeu était d'adresser l'intégralité des métiers de Carrefour. Et donc, on le sait, hein, c'est une entreprise qui est du retail, donc connue là-dedans. Et c'était comment on rend cette entreprise, conformément à la politique d'Alexandre Bompard, une digital retail company. C'est-à-dire comment on met le digital au service du retail pour apporter de la valeur. Ce qui veut dire que le modèle, on a voulu l'adapter à tous les métiers. Donc aujourd'hui, on a en termes d'organisation 9 digital factories qui sont donc comme des mini-entreprises au service du métier qui délivrent de la valeur sur de l'e-commerce, sur tout ce qui est les métiers de la marchandise, de la supply chain, mais aussi la partie assurance, banque, d'autres métiers comme ça, RH, finance. Donc tous les métiers sont adressés et c'est toutes les solutions digitales qui pourront apporter de la valeur au métier. Ça correspond globalement à plus de 2000 personnes qui sont organisées selon ce modèle-là et qui travaillent selon le process produit qui est mis en place. Ok, chouette. Et du coup, j'imagine qu'il y a derrière ce découpage, tu le disais, une logique métier-business et aussi une logique produit, parce qu'on n'a pas exactement la même typologie de produit, j'imagine, en supply chain qu'en banque ou que sur le métier traditionnel du retail. Exactement. On a créé donc, les Digital Factory en fonction des produits. On s'est vraiment intéressé à l'utilisateur, que ce soit interne, donc le collaborateur ou l'utilisateur final, et des métiers sponsors qu'on pouvait avoir en face pour définir le produit qui aurait le plus de sens par rapport à la stratégie Carrefour.
Je donne un exemple, mais par exemple, on a une Digital Factory magasin. Mhm. Aujourd'hui, chez Carrefour, on a plusieurs formats de magasins qu'on connaît, que ce soit de l'hypermarché ou de la proximité ou plein de formats différents. Et donc, c'était comment on arrive à proposer un produit pour tous ces parties prenantes différentes, qui ait du sens et qui puisse servir l'utilisateur final. Et donc, on s'est vraiment basé là-dessus pour découper notre organisation et qu'au sein de chaque produit, on a bien des sous-produits qui correspondent à des univers de besoins pour l'utilisateur. Excellent, excellent, super intéressant. Et du coup, ce programme de transformation, ce Four in the Box, tu as parlé beaucoup de mantras, de l'agilité et du produit. Je reprends, hein, mais le côté incrémental, la user centricity, etc. Euh, Est-ce que du coup, ça accélère et ça pousse à une pratique du product management dans ces Digital Factory chez Carrefour? Est-ce que vous déployez des mini-organisations produits à l'échelle de la Digital Factory? Ça peut-être que tu vas nous expliquer un peu les Exactement. rôles et responsabilités de chacun. Ouais, ce que je disais au début, c'est autour de 4 piliers principaux et donc qui sont essentiels à la méthodologie parce que elle s'appelle Four in the Box. Donc on parle souvent de la collaboration donc des 4 rôles dont je parlais tout à l'heure qui sont business, produit, tech et data et design. Mais c'est vraiment l'ensemble de ces 4 fonctions avec les 4 piliers qui sont la stratégie. Donc comment on s'assure qu'on est aligné sur les OKR et Hmm, donc la mise en place des OKR pour s'assurer que les solutions digitales sont en accord avec la stratégie de l'entreprise. Donc, excellent. c'est quand Hmm, même une nouveauté aussi pour nous. Il y a la partie organisationnelle, c'est donc comment on travaille tous ensemble pour proposer une expérience utilisateur améliorée. Et il y a la partie process produit dont tu parlais, qui est importante aussi de se dire ben, comment on fonctionne en équipe avec un fonctionnement produit, et c'est important. Et donc à ce titre-là, on a mis en place donc cette nouvelle fonction qui était la fonction produit, on l'a formée, on l'a montée en compétences. Donc on hmm, reprend quand même beaucoup d'artefacts du produit. Euh, on a mis en place une organisation qu'on peut appeler Product-led Operating Model en fait. C'est hmm, vraiment basé autour du produit avec un binôme très fort CPO-CTO mhm. qui est responsable de cette entité qu'on appelle la Digital Factory et qui s'assure que justement on délivre les bonnes, on répond aux bons problèmes, on délivre les bonnes solutions et de la meilleure manière qui soit. Ok. Et du coup, dans cette transformation, comment tu vois les choses? C'est quoi les challenges, les drivers? Voilà, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est le début d'une longue histoire et d'une longue transfo? Est-ce que c'est déjà assez avancé? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu peut-être d'éléments par rapport à ce cycle de transfo que tu pilotes du coup? Alors justement, je vais revenir un peu aussi sur l'historique. Ça a été, on l'a fait en version un peu expérimentale. Donc au début, ça a commencé, je l'ai dit, suite à une learning expedition où on s'est dit, tiens, il y a des choses à prendre. Et ça a commencé sur la partie e-commerce. Ok. Le Et corps métier exactement. facile à digitaliser, C'est quoi. exactement pour ça qu'on a commencé là-dessus, c'est qu'on s'est dit, c'est peut-être plus native, en tout cas en Bien termes de sûr. digital, avec des compétences qui s'y prêtaient davantage. Et donc, comment on transforme ce premier périmètre, qui correspond environ à 350 personnes, pour l'expérimenter et puis pour montrer que ça pouvait avoir de la valeur. Donc, on a commencé là il y a peut-être 2, 3 ans. Mhm. Et après, l'année dernière, a été prise la décision de se dire bah, maintenant on passe tout le monde sur ce modèle-là parce que c'est important et ça apporte de la valeur. Donc ça a commencé par l'organisation. Donc on a vraiment défini des Digital Factory en fonction du travail dont on parlait tout à l'heure de définition du produit. Ensuite, on a commencé à définir un mode de fonctionnement, donc avec des rôles et responsabilités clairs, de savoir qu'est-ce que devait faire le business dans cette organisation-là, quel était le rôle du produit, qui était un rôle nouveau, Mhm. aussi, il faut le rappeler, quel était le rôle, comment interagissait le rôle de la tech et de la data, qui était un ingrédient, et aussi un rôle qui était peut-être pas assez mis en avant précédemment, qui était le rôle du design. Et donc, vraiment, chacun avait sa part du job et donc sa partition, un peu comme un jazz band, un groupe de jazz. Et au final, chacun devait jouer de son instrument du mieux possible pour, à la fin, permettre d'avoir cette excellence au niveau de l'efficience et l'efficacité et du delivery. Et donc, on a mis en place ça pour toutes les 9 Digital Factory dont on parlait. Et après, on est rentré dans une démarche d'amélioration continue où Mhm. au fur et à mesure, on a évolué. Donc, on a fait évoluer les process en fonction de ce qu'on pouvait rencontrer. On a monté en compétence aussi les équipes. Et il y a eu aussi une partie qui a été assez structurante parce que tu le soulignais, c'est un programme de transformation. Donc, ce qui est le plus difficile, c'est quand même
de faire adhérer les gens et que les gens y croient et vraiment se transforment. Et donc là, des enjeux, ça a été, en tout cas ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été la partie pilotage budgétaire. Donc moi aujourd'hui, on a la chance et c'est la première fois. Donc j'ai fait beaucoup d'entreprises où justement on mettait en place des modèles un peu équivalents d'agilité à l'échelle ou de product operating model. Là, la spécificité qu'on a eue chez Carrefour, c'est qu'on était dans la même entité en termes que la gouvernance digitale. Et donc, rapidement, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être adresser cette partie budgétaire et proposer un mode de fonctionnement et de pilotage budgétaire agile. Donc, globalement, on définit à l'année un budget par Digital Factory, avec évidemment le métier qui définit combien il est capable de donner, combien le digital estime qu'il faut donner sur ce pan d'activité ou sur cette Digital Factory en fonction de la stratégie de la boîte. Et après, tous les trimestres, on regarde par rapport aux OKR si les initiatives qui ont été lancées ont apporté la valeur qu'on voulait. Et si ce n'est pas le cas, on pivote, on propose autre chose et on teste d'autres choses. Et ça a été mis en place l'année dernière, mais assez rapidement. On l'a testé pareil, toujours le même principe, expérimentation sur un petit nombre de Digital Factory. Ok. Et puis, on a vu que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on a passé les 9 Digital Factory sur ce modèle. Et même l'intégralité du digital est en train de passer sur ce modèle-là. Et du coup, ce fait de lier OKR à votre pilotage budgétaire, je sais que c'était un des gros sujets chez vous. Est-ce que ça vous a permis justement d'être plus en maîtrise de votre budget, plus efficace? Est-ce que ça vous permet aussi de lier, de mesurer l'impact de vos produits digitaux auprès du métier, auprès du business du groupe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que justement ça vous permet d'être vraiment dans une approche héroïste où vous maîtrisez à la fois vos coûts et vos ressources et en même temps l'impact de ce que ces produits peuvent générer? Exactement. Alors déjà, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que les différentes parties prenantes se sont retrouvées dans ce modèle-là. Ce qui n'était pas forcément gagné parce qu'il y avait à la base beaucoup d'appréhension. Parce qu'on a arrêté une manière de faire qu'on avait l'habitude d'avoir depuis des années et on proposait quelque chose de nouveau. Mais justement, la transparence que ça a apporté et s'assurer régulièrement qu'on est aligné avec la stratégie, donc que ce qu'on met en place dans le digital est aligné avec la stratégie de l'entreprise et même que ça peut changer si la stratégie... L'entreprise bouge. Exactement, qu'on avait cette agilité en tout cas de s'adapter aux changements et de stratégie ou au contexte qu'on a pu connaître ces dernières années, de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir ça, mais ça nous permet aussi, via l'approche OKR, d'être plus focus, et donc de se dire, bah, aujourd'hui, on se pose quand même les questions. Quand il y a une nouvelle initiative qui arrive, on se pose la question, est-ce que ça répond aux OKR? Oui, non. Et si ça ne répond pas, est-ce qu'on le prend quand même? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on enlève? Donc, ça nous a permis de le renoncement. On apprend le Exactement. renoncement. Ou en tout cas, de se poser les bonnes questions. Tu posais la question, où est-ce qu'on en est? On n'est pas... on se trouve aujourd'hui dans une situation où on arrive à se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes conversations. Donc, les sponsors métiers sont là tous les trimestres, voient ce qu'il en est. Ça permet aussi de faire des petites démos de ce qui a pu être mis en place, d'avoir des retours et de se redire, bah, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord que tu parlais de la valeur qu'on génère, cette initiative qu'on a mis en place a généré tant de points de plus sur la partie KR. Est-ce qu'on s'arrête là parce que la loi des 80-20 de Pareto, c'est suffisant et on se dit, bon ben voilà, ou est-ce qu'on continue? Et on a eu beaucoup de cas où ils ont dit, bah non, on s'arrête là parce que ça ne sert à rien de continuer à investir. Je préfère qu'on investisse nos ressources sur d'autres sujets que celui qu'on avait vu. Et donc, on est plus dans une démarche où au final, on réfléchit bien à l'impact qu'on veut avoir et les moyens qu'on se donne pour y arriver. Après, dans les sujets qui doivent encore être travaillés, je parlais de la valeur justement, aujourd'hui, ce n'est pas automatique et si facile que ça. On est quand même dans une entreprise où on calcule beaucoup le ROI. Ouais. Donc, on a ça intuitivement. En tout cas, dans notre ADN, c'est vraiment quelque chose que les équipes ont, mais de faire le lien entre l'initiative digitale qui a été mise en place et l'impact qu'elle peut avoir, aujourd'hui, c'est encore quelque chose sur lequel on essaye de travailler pour le rendre vraiment automatisable. Ouais, parce que ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pas facile d'expérience. C'est une question que j'allais te poser, j'imagine que vos OKR, ils doivent quand même pas mal varier parce que les métiers sont différents. Typiquement, j'imagine que quand on est dans du e-commerce ou du e-retail, c'est quand même plus facile parce que c'est générateur de chiffre d'affaires, etc.
Mais est-ce que c'est au détriment du physique? Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Mais plus difficile encore sur des métiers serviciels ou la supply, etc. Est-ce que vous arrivez facilement à mesurer et à lier le produit au gain que ça apporte? Parce que ce ne sera pas des gains de revenus, ce sera peut-être des gains de fiabilité, de performance. Alors, pour moi, la difficulté, elle est pas forcément à ce niveau-là. Aujourd'hui, on se base, alors on a pris le sujet à l'envers, on s'est dit, Ouais. on se base sur qu'est-ce que regardent aujourd'hui les métiers Hmm, et c'est quoi leurs problèmes et leurs besoins. ok. Et après, est-ce qu'on va arriver, donc on part vraiment de Hmm. leurs indicateurs à la base. Parce qu'on avait fait la démarche dont tu parles, où on était parti de nos initiatives, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme valeur. Et au final, on se rendait compte qu'on se prenait un peu les pieds dans le tapis pour après le calculer. Là, on est allé voir les sponsors métiers, on leur a dit, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez? Et on a poussé, il y a eu beaucoup de réunions là-dessus, où on se disait, mais globalement, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Et ça nous est arrivé, hein, c'est un exemple réel où Oui, il y a c'est un vos grand directeur, utilisateurs presque. voilà, qui nous a dit, en fait, tous les soirs, il m'appelle là-dessus. Ou dès qu'il y a ce problème-là, et donc on s'est dit, bah, c'est ça. Si ça, c'est un vrai problème et qu'aujourd'hui, vous êtes tous mobilisés, comment nous, on peut y contribuer? Et vu que c'était quelque chose qui calculait déjà, on a pu voir. En revanche, notre difficulté, elle est de comment on identifie la part. Aujourd'hui, on met en place, il faut avouer, plusieurs actions. Par exemple, l'impact des promotions. On met en place plusieurs actions concomitantes et on n'est pas, alors j'allais dire, on n'est pas encore, mais je suis même pas sûre qu'on a envie d'arriver dans une démarche où on séquence, qu'on se dise, ben, on ne tente qu'une action et puis on va voir si elle a vraiment un impact. Aujourd'hui, on lance plusieurs actions, une baisse de prix, mise en place de promotion, mais en même temps un outil qui permette de plus grande visibilité ou autre. Et donc, savoir quel est le pourcentage, notre vrai sujet, c'est de savoir quel est le pourcentage de cette action A sur l'indicateur, sachant qu'en parallèle, il y a eu l'action A, l'action B, l'action C. Et ça, voilà. Mais on s'en satisfait. On se dit globalement, on a longtemps essayé de se dire, bah, tiens, comment on arrive à identifier, est-ce que l'action A est pour 30% dans l'augmentation de 1 point de telle marge, etc. Ou est-ce qu'on se dit, bah, tant pis, ça a augmenté, est-ce qu'on continue à investir de l'argent dessus ou pas? Et c'est plutôt cette conversation-là qu'on a. Et du coup, après, vu qu'il y a plein de Digital Factory, est-ce que vous cherchez à avoir une approche produit qui soit commune et globale pour toutes ces Digital Factory? Ou est-ce que, suivant les typologies de produits, les périmètres ou les métiers, tu parlais de métier, de la valeur métier, qui peut être très différente, est-ce que vous adaptez la démarche à chacun? Si oui, jusqu'à quel point? Alors, au début, on est parti vu qu'on était parti sur une expérimentation, on est parti sur, il y avait donc 2 périmètres qui ont lancé leur manière de travailler en mode for in the box. Et puis là, depuis 1 an, on est quand même sur une phase 2 où on cherche à uniformiser les manières de travailler, ou en tout cas les harmoniser. Parce que justement, le dernier levier, c'est la partie people. Et donc, c'est comment la gestion de carrière, les compétences digitales qu'on veut mettre en place, et pour que Carrefour soit aussi connu et reconnu comme une entreprise digitale, avec Retail Digital Company, mais avec quand même une forte appétence et une forte compétence dans le digital. Et donc, ça nous oblige aussi à avoir, par exemple, des parcours transverses, de se dire qu'un CPO d'une Digital Factory peut aller dans l'autre Digital Factory, il n'aura pas à réapprendre à travailler. Le contexte sera différent, mais que dans l'absolu, les manières de travailler sont... Qui est une pratique produit un peu exactement. encastrée, made in Carrefour, et quelqu'un peut passer d'une équipe A à une équipe B demain. C'était important pour justement les parcours de carrière, Et ouais. parce que on veut fidéliser aussi nos ressources digitales, et donc c'est important que la personne sache qu'elle puisse évoluer dans l'entreprise, Changer de périmètre. exactement, changer de périmètre. Et donc ça, il y a un vrai enjeu de professionnalisation, c'est sûr, mais d'harmonisation aussi. Et puis aussi parce que là, tu l'as bien souligné, hein, on est 9 Digital Factory qui travaillent quand même, pas en silo, mais un des enjeux pour 2025, ça va être cette synergie entre les différentes Digital Factory. Pour 2 raisons. La première, c'est que justement, on vient de le dire, les parcours de carrière, ou aussi les dépendances qu'on peut avoir. Et oui, oui. Donc, et même, on a aujourd'hui, par exemple, la partie data. On a 2 équipes data, et donc... Qui sont transverses. Exactement. Et pour les équipes transverses, donc toutes les équipes transverses, dans l'absolu, il ne faut pas qu'elles aient un mode de fonctionnement qui soit différent. Et donc, comment on arrive à synchroniser tout ça? Et il y a aussi l'idée que on est en train de réfléchir à pourquoi pas réorganiser, mais en tout cas réfléchir à comment on replace encore plus l'utilisateur au centre. Et donc moi j'avais vécu dans
d'autres vies, des organisations qui étaient plus orientées univers de besoin. Et donc, on se dit, vu qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, où là, on a mis en place le modèle, on a commencé à le faire vivre, comment on peut l'améliorer. Et je pense qu'il y a peut-être un enjeu à avoir une vue plus transverse de l'expérience client, et donc de ne pas s'arrêter à uniquement e-commerce, alors qu'il peut peut-être faire autre chose que de l'e-commerce, ou uniquement supply chain, alors que c'est le même client qui fait les différentes... Oui, voilà. pour une expérience en couture. Exactement. Et je pense que ça peut driver, pour l'avoir vécu dans d'autres contextes, ça peut driver, être davantage orienté utilisateur et expérience utilisateur, et aussi de l'innovation. Parce que quand tu n'es pas limité, aujourd'hui on fait de l'innovation, mais sur notre... Sur votre scope. Exactement, sur son périmètre d'activité, quel est l'ADF. Se dire qu'au final, peut-être que même en termes de valeur, ça aurait plus de valeur d'améliorer cette partie de la chaîne, et parce que pour l'utilisateur final, voilà. Et donc c'est quand même commencer à réfléchir au coup d'après, le coup d'après qui est le coup de maintenant, parce que je suis au niveau du groupe et de la France. Donc là, je parle principalement de la France, mais on adresse aussi d'autres pays. Et en Espagne, ils sont en train de se monter. Et justement, au lieu de passer par l'étape, on commence à construire des produits qui sont quand même le miroir du métier. On va proposer une organisation qui est plus orientée univers de besoin, et de se dire, est-ce qu'on peut essayer de trouver une organisation qui soit trans-métier, et comme ça redonne aussi un rôle au produit un peu différent, de se dire, aujourd'hui, il va avoir différentes parties prenantes ou sponsors en face de lui, et comment il va pouvoir porter autre chose que juste les demandes de son métier attitré. Voilà. Donc, on teste ça sur la partie Espagne, et sur la partie Belgique, on est en train de s'organiser aussi. Ouais, c'est intéressant. Du coup, là, vous partez avec la transversalité comme point de départ, alors qu'en France, vous êtes plutôt, j'imagine, une plus grosse activité. Vous êtes parti par spécificité métier. Et on a créé de la transversalité. Voilà, exactement. Ok, chouette. Et par rapport à ce défi de transversalité, comment vous voyez les choses? Est-ce que du coup, peut-être, j'imagine, dans le futur, c'est peut-être ces régions qui vont vous apprendre aussi, ou vous donner des clés de lecture par rapport à ça? L'idée, c'est toujours cette démarche d'expérimentation. Donc, on regarde les retours qu'on peut avoir. Moi, mon rôle, c'est en tout cas de définir le modèle, d'identifier les plus et le moins, et de les accompagner dans la mise en place, et de voir comment ça s'approche. Et puis, au niveau de la France, tu parlais de la transversalité, c'est justement comment on fait fonctionner ensemble ces différentes digital factories. Donc, apporter du lien, apporter une sorte de cohésion, un partage de pratiques, une ouverture sur l'extérieur. Et donc, animer aussi cette communauté plus large. Ce réseau. Exactement. Et ce réseau, pour qu'il y ait plus de porosité entre les différentes digital factories, même si je pense que c'est par cycle. Et donc, les précédents cycles, c'était on monte bien la digital factory, on se muscle, on se professionnalise, et on travaille d'une certaine manière pour délivrer de la valeur, et justement s'assurer qu'on en délivre, et qu'on répond et qu'on est aligné avec la stratégie de l'entreprise. Ouais. Et là, la deuxième, on arrive sur une étape un peu après, c'est maintenant qu'on s'est un peu rodé là-dessus, comment on arrive à harmoniser nos modes de fonctionnement, et à pouvoir au final ouvrir un peu les portes vers l'extérieur. Même si au final, la manière qu'on a eu de monter les autres Digital Factory, c'est qu'on a quand même, on s'est basé sur les expertises qui avaient été mises en place sur le e-commerce, et on a repris des personnes et des compétences qui étaient de l'e-commerce, et on les a un peu essaimées dans différentes Digital Factory, dans les autres. Donc, dans magasin, il y a des anciens e-commerce, dans supply, il y a des anciens e-commerce, etc. Donc, on avait déjà repris, créé des ponts pour s'assurer qu'il y ait cette connaissance des différents contextes et cette manière de travailler commune. Ok, excellent. Est-ce que tu vois de nouveaux rôles, ou pas d'ailleurs, hein? Est-ce que le 4 in the Box va évoluer en 5, 6, ou je sais pas, est-ce qu'il y a des nouveaux rôles qui viennent aussi en interaction, et qui vous font poser des questions sur le mode opératoire de départ, puisque ce mode opératoire, il a déjà quelques années, comme tu le disais. Alors, pour être ce qui est un peu pas biaisé, mais aujourd'hui, il y a plus que 4 personnes qui travaillent. Parce que déjà, quand on dit tech, c'est tech et data. Donc il y a déjà... La tech et la data. C'est des métiers différents. Mais c'était vraiment parce que, je le disais, notre but, c'était de mettre en place une structure qui était simplifiée, avec des rôles et responsabilités clairs. Et à ce titre-là, on s'était dit, pour évidemment simplifier, et dans un souci de lisibilité, on avait dit, le business est en charge de s'assurer qu'on règle le bon problème, et qu'on est capable d'identifier que
que c'est le bon problème et la valeur que ça peut apporter. Le produit, il est capable d'identifier que c'est la bonne solution et donc de travailler là-dessus. La tech et la data, ils sont capables que la solution est bien menée, bien faite, et le design s'assure de l'expérience utilisateur. C'est pour ça qu'on a parlé de ces 4 fonctions, mais globalement, on a aussi de l'architecture. Bien sûr. Voilà, on a beaucoup de choses de la sécurité, et en fonction. On a du légal, du j'imagine. légal qui intervient aussi dans différentes digital factories. On a toute une partie dans les magasins hardware qui pas uniquement digital ou du déploiement. Voilà. Il y a plein d'autres métiers qui gravitent forcément, mais c'était pour simplifier. C'était pour simplifier et parce que ça permettait d'expliquer les rôles et responsabilités, en tout cas les attendus et le changement qu'on voulait voir opérer. Après, dans les évolutions sur 2025, aujourd'hui, la partie produit qui était nouvelle a beaucoup est montée en puissance. Et donc, c'est même plus un sujet. On est passé en COMEX en groupe devant Alexandre Bompard au mois de novembre de l'année dernière. Les métiers ne reviendraient pas en arrière. En fait, c'était donc ancré. elle est ancrée, la transformation. Il y avait quelque chose qui était vraiment déjà fait. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est quand même l'importance du design n'est pas forcément comprise dans l'ensemble des Digital Factory. Donc, je pense qu'il y a un petit enjeu quand même là-dessus, qui est de comment on s'assure vraiment qu'il y ait cette appétence, cette compréhension des enjeux et de l'importance que ça peut avoir. Et donc, aussi ce changement de mindset qu'on peut avoir avec un design qui est là pour, à la fin, rendre les choses belles, au contraire, comment on s'assure que l'expérience utilisateur. Donc, il y a peut-être sur 2025 un vrai enjeu de plus se centrer sur l'utilisateur. On parlait des univers de besoins, de l'expérience utilisateur, vraiment justement de cette transversalité. Exactement, d'adresser cette partie-là. Excellent. Est-ce que justement, on parle de nouveautés, est-ce que tu vois des tendances dans le produit ou des tendances dans le retail, dans votre domaine, ou au global, qui viendraient impacter ou challenger certaines choses que vous avez opérées ces derniers temps? Alors oui, bien sûr. Donc dans les tendances qu'on a, on a l'IA. Alors qu'on a... Tous mes invités me le citent. C'est vrai, mais alors, nous, on a à plusieurs titres. On l'a évidemment dans notre activité. Bien sûr. Il y a plein de solutions digitales aujourd'hui qui sont proposées chez Carrefour qui sont en lien avec ça pour permettre d'être plus prévisible ou de détecter de la fraude. Voilà. On l'utilise dans beaucoup de secteurs de notre activité au quotidien. Mais il y a aussi, alors ça c'est un peu nouveau pour moi, sur la partie produit. On me dit, tiens, comment on peut, vu que moi mon rôle c'est de aider à la professionnalisation du product management chez Carrefour, est-ce qu'il y a des choses à faire là-dedans? Est-ce qu'on peut augmenter l'équipe produit? Exactement. Est-ce qu'on peut copiloter ou aider ou apporter cette partie-là? Et ça, on est en train de commencer à regarder ce qu'il en est, mais c'est un sujet qui va un peu plus éclore aujourd'hui. Une deuxième qui est tout ce qui est la durabilité et la responsabilité sociale autour des produits et des services qu'on propose. Ok, ouais, très clair. Donc, comment on fait du produit peut-être plus responsable et plus socialement acceptable? Et toujours pareil sur les deux dimensions qui sont d'une part les produits qu'on propose, nous, chez Carrefour. Et par exemple, on a mis en place un système de consigne. Voilà, donc c'est important aussi, mais aussi dans les produits digitaux qu'on propose. Donc voilà, de s'assurer qu'on a ces éléments... Le faire avec respect et respectabilité. Ok. Exactement. Très clair. J'ai peut-être une dernière question pour toi, Angelina. Du coup, cette transformation, ça fait un moment que vous l'opérez. On sent qu'il y a eu des vraies étapes de franchies et on voit qu'il y a encore quelques belles étapes devant vous. Toi, avec un petit peu de recul, ton partage et ton retour d'expérience, s'il y a d'autres personnes qui veulent mettre en place cette transformation produit avec ces rôles produits, je trouve que vous le définissez bien avec le 4 in the box, les différents rôles qui forment une équipe produit opérante et autonome et pluridisciplinaire. Quels conseils tu donnerais, quels aléas ou quels points d'attention il faut particulièrement avoir qui peuvent être des pain points? Voilà, je suis un responsable de transfo, j'ai envie d'opérer une transfo produit dans une organisation peut-être moins grande ou peut-être aussi grande que Carrefour. Voilà, quel retour d'expérience, quels conseils tu donnerais? Alors, comme je disais au début, moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans différents contextes. En plus, tu as d'autres contextes, oui, où tu vas opérer. Et donc, je pense que l'une des clés, c'est de s'adapter au contexte. Ça peut paraître... Mais globalement, moi, ça fait plus de 10 ans, donc 20 ans de transformation, mais 10 ans sur des problématiques d'agilité à l'échelle
ou d'organisation produit. Et à ce titre-là, ça a évolué. On parlait justement l'agilité, après il y a eu le produit, après il y a eu l'importance du design, etc. Donc les mentalités, les choses, les choses évoluent, et donc c'est important de le prendre en compte et de l'associer. Donc je pense que, je ne sais pas encore quoi demain sera fait, mais le modèle va forcément évoluer en fonction, on parlait de l'IA tout à l'heure, mais il y aura peut-être d'autres enjeux qu'il faudra prendre en compte, et donc ça c'est important. Et donc d'adapter aussi son modèle au contexte dans lequel on est et aux populations qu'on adresse, parce que c'est quand même des hommes et des interactions à la base, donc c'est important d'avoir ça. Mon conseil, ce serait vraiment de voir où sont les irritants et de les adresser, parce que on parlait du fait qu'on avait changé le pilotage budgétaire, mais c'était un des plus gros irritants. Quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit, mais aujourd'hui, si tu pouvais régler ce problème-là, et donc ça a été l'une des manières de faire adhérer, ou que les gens adoptent aussi le modèle, c'est que on a réussi à simplifier des choses qui posaient problème dans le quotidien, en tout cas des équipes, et donc de comprendre les irritants et les points de douleur que les gens pouvaient avoir, et apporter des solutions. Je suis convaincue que donc, le modèle qu'on propose apporte du mieux. Des réponses. Et donc, voilà, exactement. Et donc, c'était pas apporter le modèle pour le modèle, puisque ça n'a pas d'intérêt en tant que tel. C'est vraiment pour améliorer, justement, chez nous, chez Carrefour, c'est le time to market, l'efficience de ce qu'on propose, et les produits digitaux par rapport à la stratégie. Donc, c'est vraiment, voilà, trouver une manière de mettre en place le modèle qui correspond, avec les priorités qui correspondent le mieux au contexte et au moment où on en est dans le produit. Ok, très clair. Donc, en conclusion, il faut s'adapter au contexte, aux hommes et femmes qui composent l'organisation, répondre aux problématiques par des solutions pragmatiques. Et je trouve que ton exemple sur le pilotage budgétaire fait preuve de pragmatisme. Exactement. Et puis après, reprendre évidemment les valeurs et les principes de l'agilité. On a beaucoup dit tout à l'heure sur la partie incrémentale. Quand on enlève l'effet tunnel, évidemment, ça permet aussi aux gens de se retrouver davantage. On augmente la transparence, on travaille sur les équipes. Exactement. Et donc ça permet vraiment de montrer la valeur que ça peut avoir. Et après, pour moi, les OKR ont beaucoup aidé aussi pour suivre la valeur que ça pouvait générer, et de s'assurer d'un focus et d'un alignement. Donc voilà, il y a tout un faisceau de choses qu'on a autour de nous qu'on peut utiliser, et après c'est à savoir quels ingrédients tu mets en fonction de tes besoins. Et aujourd'hui, on n'adresse pas les 9 Digital Factory de la même manière. Évidemment, on regarde là où on a priorisé, on s'applique le product management aussi à nous, donc on a priorisé là où il y avait le plus de besoins, là où ce qu'on avait envie de faire évoluer, et on laisse aussi à la main des équipes de se dire, aujourd'hui, vous en êtes là, où est-ce que tu as envie d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois d'être, et après on construit ensemble, en s'engageant chacun à les étapes qu'il va falloir franchir pour y arriver. Excellent, excellent. Écoute, je te remercie pour ce beau témoignage. J'imagine que tu es joignable si des personnes qui ont vu cet épisode sont intéressées pour échanger Alors moi, je crois beaucoup, et je suis très contente parce que je crois beaucoup à la collaboration et à un océan bleu où tout le monde pourra partager. Je trouve que c'était très beau avec l'agilité. C'est ce partage d'expériences, de pratiques, de connaissances. Et donc, n'hésitez pas. Nous, on fait venir tous les mois une personne d'une autre entreprise qui va nous expliquer sa transformation. C'est chouette, c'est chouette. Ça nous intéresse de voir comment, justement, les enjeux, les problématiques que d'autres entreprises peuvent avoir, en même temps que nous, mais dans des contextes différents. Et au contraire, on est ravis, nous, de partager ce qu'on a. Je sais que à la dernière Tech for Retail, il y avait L'Oréal qui était venu nous voir en disant que justement, ils avaient repris des choses du For in the Box. On a eu Accor il y a 2 semaines qui nous a dit pareil, vous nous aviez fait une conférence, on a repris des éléments. Donc, si ça peut, c'est vraiment des choses auxquelles je crois, parce que je trouve que ça permet d'avoir un mode de management et d'organisation qui est plus en accord avec les produits qu'on a aujourd'hui, qui sont des produits digitaux. Et donc, si il y a d'autres entreprises qui sont intéressées, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. C'est bien, en plus, vous évangélisez entreprises de votre parce qu'on nous a évangélisé, parce qu'on a appris, parce que... C'est chouette, oui, Walmart, ça vient de là. Exactement, on a repris, et puis on a adapté, et puis c'est parce que, justement, ils avaient eu la générosité de nous partager ça, qu'on se dit qu'on veut partager, et puis on aura forcément des choses à apprendre des autres entreprises, et donc comment on peut nous-mêmes améliorer notre modèle en fonction de ce que font les autres. Chouette, donc si
vous voulez un Rex, voilà, et partager et croiser avec Carrefour, on te contacte, Angina, pour ça. Avec grand plaisir. Chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!